Bonjour et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Restaurer la nature, c'est l'un des grands enjeux de l'Union européenne et pas seulement d'ailleurs pour cette législature. Les députés européens se sont prononcés aujourd'hui, ce mercredi, il y a quelques minutes, dans un climat qui était, il faut le dire, extrêmement tendu, très polémique. D'ailleurs, 2 manifestations internationales ont eu lieu devant le Parlement européen hier mardi. Et les députés viennent de rendre leur verdict. Ils ont dit oui, mais qu'y a-t-il exactement derrière ce oui? On en parle tout de suite avec vous, Benoît Biteau. Je rappelle que vous êtes député européen des Verts. Bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau. J'allais dire, quelle est votre réaction? Vous en sortez de l'hémicycle du Parlement, vous venez de voter. Quelle est votre réaction à chaud? C'est un passage qui a été éminemment politisé, c'est-à-dire que le PPE avait fait des enjeux de l'agriculture, après son congrès il y a un peu plus d'un mois maintenant, un véritable enjeu de cette loi sur la restauration de la nature, qui était l'occasion pour eux de défendre une sorte de manifesto du PPE sur, la droite sur, européenne, leur, voilà, oui. sur leur vision de ce que pourrait être le pacte vert, avec des incohérences malgré tout, enfin en tout cas des choses qui ne se vérifient plus quand on consulte les scientifiques, qui consistent à dire que plus on prend soin du climat, plus on prend soin de la biodiversité, plus on prend soin de la nature, plus on s'éloigne de la souveraineté alimentaire, plus on s'éloigne de revenus dignes et décents pour les paysans. Et donc ça, c'est absolument plus la vérité. C'est une logique, un raisonnement qui est bloqué dans la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on se rend compte que si vraiment on veut tenir la souveraineté alimentaire, si vraiment on veut soutenir un revenu digne et décent pour les paysans, nous avons tout intérêt à protéger la nature, à lutter, à s'attaquer frontalement contre le changement climatique. Et donc, cette position est vraiment éculée et surprenante de la part de gens qui, quand on est élu, normalement, devraient prendre soin de l'intérêt commun, devraient imaginer des cadres réglementaires qui prennent soin de l'intérêt commun et surtout devraient préparer au mieux l'avenir des générations futures. Donc cette loi, elle est votée, effectivement au travers d'amendements, au travers de discussions, parce qu'il y a eu cette forte résistance. Beaucoup de textes, beaucoup de contenus de cette loi ont été vidés de leur sens, mais elle existe. Et c'est à nous maintenant de l'améliorer, c'est à nous maintenant de l'amender, c'est à nous maintenant de faire en sorte qu'elle devienne une loi importante pour les générations futures. Beaucoup de textes, de parties de cette loi, de ce texte que vous venez, qui a été voté en tous les cas il y a quelques minutes ici, ont été édulcorés, vous venez de le dire. J'allais dire, qu'est-ce qui a été enlevé, qui a de l'importance finalement, qui aura de l'importance et qui aurait de l'importance s'il avait été voté? C'est principalement sur les sujets de l'agriculture, c'est-à-dire que je ne peux pas détailler parce qu'il y a beaucoup Bien sûr. d'amendements qui ont été malheureusement votés, à des courtes majorités d'ailleurs. Mais toutes ces solutions qu'on appelle basées sur la nature, même si j'aime pas trop cette expression, mais tout le monde la comprend parce que, y compris une belle expression comme ça est reprise par des gens qui n'ont pas tout à fait la même définition des solutions basées sur la nature. C'est principalement ça qui a été vidé de son sens dans cette loi-là. Et je pense que la principale impactée par des amendements qui vident un peu la substance de cette loi, c'est effectivement le sujet de l'agriculture qui vraiment a souffert d'amendements qui enlèvent les avancées intéressantes qu'on pouvait trouver sur cet axe-là. Malgré tout, je pense qu'on va entrer dans la prochaine mandature, dans la discussion de la future PAC. Et je pense que malgré tout, on ne pourra pas complètement faire abstraction dans la discussion de cette future PAC, bien sûr, de la stratégie de la ferme à la fourchette, de la stratégie sur la biodiversité, mais aussi de cette loi pour la restauration de la nature. Ce sera quand même quelque chose qui proposera un garde-fou pour éviter que cette PAC ne soit pas dans la continuation de logique ultralibérale tournée vers l'économie de marché au détriment du climat et de la biodiversité. Derrière ce qui vient d'être voté ici au Parlement européen, il y a les questions récurrentes qui concernent l'environnement aujourd'hui, le réchauffement climatique, les émissions carbone. Est-ce que, d'après ce que vous en voyez, d'après le résultat d'un vote comme celui d'aujourd'hui,
vous voyez que ces questions-là vont aller dans un sens positif en Europe ou au contraire vont marquer un peu le pas? C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais quelle est la tendance? Il y a la volonté de certains conservateurs et libéraux de marquer le pas. On le voit en France avec notre président de la République qui dit qu'il faut faire une pause, alors que, au contraire, ce sur quoi il faut faire une pause, c'est sur cette inaction climatique. L'État français a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire une pause, c'est sur l'inaction climatique. Aujourd'hui, tous les scientifiques sérieux nous disent qu'il y a un caractère d'urgence. Mais on voit bien que dans l'émergence du nouveau monde, de nouvelles politiques publiques nécessaires, il y a toujours cette résistance à ne pas vouloir quitter l'ancien monde. Et donc, notre vigilance, elle est là, elle est de vérifier que dans ce clair-obscur, on fasse pas naître des monstres. Et malgré tout, même si c'est une courte majorité, même si le texte est sévèrement édulcoré, c'est quand même une entrée, on a mis un pied dans la porte, une entrée vers le monde, dans le monde d'après, où même s'il y a une tentative de ne pas l'imaginer, on commence à poser les bases, certes peut-être trop faibles encore, du monde d'après. Et moi, je pense que c'est quand même là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie, et c'est de ça qu'il faut qu'on se réjouisse aujourd'hui. Vous êtes vous-même agriculteur. Oui. Le monde agricole était-il mobilisé? Est-ce qu'il s'attendait aux résultats? Est-ce qu'il était attentif aux résultats de ce vote? Est-ce que ça a de l'importance pour lui? Alors oui, le monde agricole était très mobilisé contre ce vote, hein. Enfin en tout cas pour convaincre des députés de ne pas voter cette loi sur la restauration de la nature. On l'a vu hier matin avec la mobilisation du COPA et de la COGECA, avec en France la déclinaison FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et les jeunes agriculteurs. Ils étaient là devant les portes du Parlement à Strasbourg. On voit bien que le monde agricole était mobilisé, mais leurs arguments, les motifs de leur mobilisation s'appuient sur des biais absolument incroyables. C'est-à-dire que, d'abord, ils racontaient qu'on allait confisquer 20% de leur structure agricole pour produire. C'est absolument faux. Et puis enfin, quand on y regarde de près, il faut qu'on sorte de ces logiques cloisonnées où on est en train de penser qu'on ne pourrait pas faire d'agriculture sur des zones de protection de la biodiversité, alors que précisément on a besoin d'activités d'élevage, par exemple, sur les zones humides, sur les zones de montagne. Et c'est précisément parce qu'il y a des activités d'élevage sur ces zones-là qu'on peut préserver de la biodiversité faunistique, la biodiversité floristique. Et donc, la nature fait la démonstration sur ces zones-là que c'est la meilleure alliée des agriculteurs. Voilà un exemple de biais dans leur raisonnement qui est absolument incroyable. Et il faut aussi qu'ils admettent que sur des zones où on a des pratiques agricoles productives, on doit aussi préserver de la biodiversité. Si on n'a plus de pollinisateurs demain, l'activité agricole est la première victime de ces logiques qui effacent les pollinisateurs. Or, toutes les études scientifiques montrent que l'agriculture est à l'origine de la disparition de 70% des cortèges d'insectes, de 40% des cortèges d'oiseaux, qui sont des alliés incontournables, incontestables de la souveraineté alimentaire. Donc c'est des erreurs extrêmement sévères dans l'analyse du monde agricole. Et puis il y a un autre sujet qui était traité dans la loi sur la restauration de la nature, c'est le sujet de l'eau et des milieux aquatiques, du coup, parce que on est toujours en train d'imaginer des solutions qui sont des fuites en avant, qui sont des solutions qui règlent les conséquences des dérives des pratiques agricoles qu'on connaît depuis des décennies, comme les méga-bassines par exemple. Sauf que ce monde agricole qui a effacé les méandres des cours d'eau, qui a recalibré les cours d'eau pour que l'eau parte toujours plus vite à la mer, qui a effacé les zones humides pour les drainer, pour les labourer, qui font que des herbivores ne mangent même plus d'herbe, doivent revisiter leurs pratiques agricoles et doivent s'appuyer sur la loi sur la restauration de la nature pour dire il faut qu'on reméandre les cours d'eau, il faut qu'on ralentisse l'eau, il faut qu'on la retienne sur les bassins versants pour que cette eau recharge les nappes souterraines de façon efficace et de manière à ce que tous les usages de l'eau puissent être satisfaits, y compris les usages liés à l'irrigation. En Alsace, on pensait qu'on était assis, appuyé là, sur une ressource en eau parfaitement inépuisable.
Et on voit bien en 2023 que la vulnérabilité de cette ressource en eau. On voit bien en 2023 que ce qu'on croyait intarissable est extrêmement menacé. Donc on doit revisiter tout ça. Et donc le monde agricole a tout intérêt à coopérer avec la nature, sauf que depuis des décennies, il s'est plutôt acharné à tenter de la mettre au pas. Et c'est ça l'erreur fondamentale. Et donc tant qu'ils n'auront pas compris ça, eh bien, effectivement, ils feront des erreurs d'analyse, des erreurs de jugement, et donc des erreurs d'orientation absolument, absolument graves. D'autant qu'il n'a jamais été question, dans ces mutations nécessaires, que les agriculteurs ne soient pas aidés. Bien sûr qu'ils vont être et qu'ils doivent être aidés. Ça, c'est aussi, l'Europe est engagée sur cette question. Mais il faut pas qu'on imagine ça contre les agriculteurs. D'ailleurs, la loi sur la restauration de la nature, ce n'est pas une loi contre les agriculteurs. La stratégie de la ferme à la fourchette, la stratégie pour la biodiversité, ne sont pas des stratégies contre les agriculteurs. C'est précisément l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les études scientifiques, on voit que quand on adopte les grandes orientations qui sont posées dans ces textes législatifs, c'est les premiers bénéficiaires de ces orientations-là. Et maintenant, il faut qu'on transforme l'essai avec la politique agricole commune. C'est-à-dire que la politique agricole commune, on a eu un rapport la semaine dernière en commission de l'agriculture, 60% des aides, des premières aides versées, sont absolument pas conditionnées. Donc ça conduit à un constat qui est absolument désastreux. C'est-à-dire que 60% des aides continuent à perfuser les pratiques agricoles dont il faudrait qu'on se débarrasse pour être au rendez-vous de l'histoire, sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé. Et du coup, on a dépensé ces 60% sans conditionnalité, on perfuse ce modèle qui devrait disparaître, et donc il ne disparaît pas parce qu'on le perfuse, et on n'a plus que 40% des aides pour accompagner la transition, pour accompagner la bifurcation. Si demain, il y a une vraie ambition autour de la politique agricole commune, c'est de mobiliser la totalité de l'enveloppe sur la bifurcation agricole. Et les premiers bénéficiaires de ces logiques-là, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Donc à continuer de s'opposer à ces orientations-là, ils sont en quelque sorte dans un sévère syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à venir à la défense en soutien de leurs bourreaux, que sont les vendeurs de pesticides, les vendeurs d'engrais de synthèse, les vendeurs de semences, et à l'aval de l'industrie agroalimentaire, comme Cargill par exemple, qui fait la pluie et le beau temps sur le prix des denrées agricoles, et qui spécule avec un cynisme et une indécence rare sur une guerre en Ukraine, sur une sécheresse l'été dernier. Enfin, on voit bien que quand on approche les choses dans une approche globale, on n'a pas intérêt à continuer sur cette voie-là, et que si à un moment donné, on dit stop à tout ça et qu'on bifurque, franchement, c'est le monde agricole, c'est les agriculteurs qui vont être les grands bénéficiaires de cette bifurcation. Parmi les arguments qui ont été avancés par ceux qui étaient fondamentalement contre tout ce qui pourrait être une loi de restauration de la nature, il y avait l'argument de la sécurité alimentaire qui ne serait peut-être plus assurée dans les conditions qui seraient celles que mettrait en place la nouvelle loi. On est dans la fake news, là. Absolument, on est complètement aux antipodes de ce que nous disent tous les scientifiques. J'ai eu l'honneur et le plaisir de présider les porteurs de l'initiative citoyenne européenne. Donc l'initiative citoyenne européenne, c'est sur une période d'1 an, plus d'1 million de citoyens européens qui ont signé une pétition et qui sont issus d'au moins 6 États membres différents. Et donc j'ai eu le plaisir, l'honneur d'auditionner les porteurs d'une ICE qui s'appelle Sauvons les abeilles, sauvons les paysans, qui fait donc le lien évident entre la nécessaire protection de la biodiversité et la sauvegarde des paysans, et donc de la souveraineté alimentaire. Pendant 4 heures, j'ai vu défiler des scientifiques du monde entier nous expliquer que la souveraineté alimentaire, si on veut l'imaginer dans la durée, c'est précisément dans des approches où on prend soin de la nature, où le monde agricole coopère avec la nature. Et donc, en vérité, y compris sur ce sujet de la souveraineté alimentaire, si on veut imaginer dans cette approche globale une souveraineté alimentaire qui s'inscrit dans la durée, on doit dès maintenant attraper à bras le corps le sujet du climat, le sujet de la biodiversité, et c'est en attrapant ces sujets à bras le corps qu'on va sauver les paysans, et donc qu'on va sauver la souveraineté alimentaire. Notre slogan, c'est « No nature, no food ». C'est-à-dire que sans nature, il
il n'y a pas de nourriture. Et c'est ça qu'il faut qu'on intègre. Et malheureusement, les indicateurs récents montrent, depuis 10 ans maintenant, que l'agriculture productiviste qui s'appuie sur les pesticides, les engrais de synthèse, est précisément le modèle agricole qui menace notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on voit les rendements s'effondrer parce qu'on n'a pas pris soin de la fertilité des sols, on n'a pas pris soin des milieux aquatiques qui permettent le rechargement des nappes phréatiques et des nappes souterraines. Et donc, c'est ça qui menace véritablement la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est ce constat-là, c'est à partir de ce constat-là qu'on doit imaginer l'avenir de l'agriculture et donc l'avenir de la souveraineté alimentaire. En ce qui concerne, j'allais dire, les enseignements politiques sur la composition des opinions et des points de vue au sein du Parlement européen, ce vote a aussi une grande importance. Il marque aussi un tournant, puisque vous l'avez dit en quelques mots tout à l'heure, il y a une volonté clairement de tenter de remettre en place un autre type d'alliance politique au sein du Parlement européen, ce qui est quand même une très grande nouveauté, j'allais dire, par rapport à l'origine même du Parlement européen et des institutions européennes. Moi, je vais peut-être être très dur, mais moi, je pense que cette loi sur la restauration de la nature illustre une nouvelle dichotomie sur l'échiquier politique entre ceux qui sont à la botte des corporatismes, à la botte des lobbies qui servent des intérêts privés, des intérêts individuels d'une minorité, et toute obédience politique confondue d'ailleurs, des élus qui enfin écoutent les attentes sociétales, les attentes citoyennes. Je parlais de l'ICE tout à l'heure, mais quand on parle de cette loi pour la restauration de la nature, on sent bien que l'opinion publique y est très, très sensible, très attentive. Et que donc, cette dichotomie-là à laquelle j'assiste montre que, même si la majorité est encore trop faible, il y a quand même dans cet hémicycle des députés qui sont sensibles, qui ne sont pas hors sol, donc qui sont sensibles aux attentes sociétales, aux attentes citoyennes. Et ça me paraît fondamental quand on pilote des politiques publiques qui vivent, qui fonctionnent avec l'argent public. Il va y avoir les élections européennes dans quelques mois maintenant, dans une dizaine de mois aujourd'hui, mais quand les sessions du Parlement reprendront au mois de septembre, ce sera 8 mois. Est-ce que vous pensez que ces questions sociétales, d'environnement, ces questions dont on parle là depuis le début, vont être des questions centrales débattues? Est-ce qu'elles devraient l'être en tout cas? Est-ce que c'est des points sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire campagne? J'allais dire vous au sens large, puisque vous-même vous employez ce mot au sens large. Oui, c'est cette dichotomie, c'est-à-dire que moi je pense que, et je l'espère en tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est que les élus, quelle que soit l'obédience politique, qui seront à l'écoute des citoyens, ont une chance effectivement de se démarquer dans cette élection européenne. Moi j'y crois fondamentalement. Et donc c'est ça qui va se jouer à cette élection européenne. Je ne peux pas présumer ou prédire le vote, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de citoyens aujourd'hui comprennent qu'on ne peut pas traiter de l'enjeu climatique à l'échelon d'une nation, qu'on ne peut pas traiter l'échelon de la biodiversité à l'échelon d'une nation, qu'on ne peut pas traiter le sujet de l'eau à l'échelon d'une nation, et que ces sujets-là, que sont le climat, la biodiversité, l'eau, la souveraineté alimentaire dont on a parlé, doivent s'approcher à l'échelon du continent. Et donc c'est ça le rôle de l'Union européenne, c'est ça que doit remplir l'Union européenne. Beaucoup de gens sont en rejet de cette Union européenne. En vérité, ce que ces gens rejettent de l'Union européenne, c'est les orientations qu'elle a pu prendre ces dernières années. Et donc on a une occasion rêvée, une occasion qui se présente à nous que de changer la gouvernance au Parlement européen, de mettre en situation de majorité des élus qui sont sensibles à ces sujets-là, qui sont sensibles aux attentes sociétales. Et donc, utilisons cette échéance électorale, utilisons notre bulletin de vote pour changer la gouvernance. C'est-à-dire que plutôt que de jeter l'eau du bain et le bébé avec et de repousser cette Union européenne, faisons en sorte que les orientations prises par l'Union européenne soient enfin en adéquation avec les attentes sociétales et citoyennes. Et c'est ça l'intérêt d'une élection. Donc moi, sans donner de consigne de vote, ce que j'invite à faire les citoyens européens, c'est de venir voter le 19 juin 2024 pour changer cette Europe et faire en sorte qu'on intègre que des sujets ne peuvent être traités qu'à l'échelon du continent et que le rôle du Parlement européen soit au rendez-vous de l'histoire sur ces grands sujets.
On en reparlera bien sûr d'ici là. Merci beaucoup, Merci, Benoît avec Biteau. plaisir, bon courage. Et puis à bientôt. Et merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt à vous aussi. Au revoir.